Je souhaiterais partager avec vous cette présentation que j'ai préparée dans le cadre du programme de certification CAP avec ISA Nigeria, ISA International Society of Automation. C'est une organisation internationale dans le domaine de l'automatisme et l'instrumentation. Au Nigeria, ils ont une section et on m'a demandé de dispenser les modules relatifs à la partie PLC dans les automates et puis les DCS. Donc, dans la présentation, on ne fera pas le quiz ici parce que c'est un quiz pour ceux qui préparent justement cette certification. Mais ce qui est intéressant, c'est qu'on va regarder ce que c'est qu'un DCS, la partie matériel, logiciel, les réseaux et puis la différence. Bien évidemment, le PowerPoint est en anglais parce que le public destiné ne parlait que la langue anglaise. Donc, par contre, si je fais cette présentation en langue française. Donc, déjà, un DCS, c'est quoi? C'est un distributed control system, c'est un système distribué de contrôle commande qui dispose d'une partie matérielle et logicielle dont la spécificité est que c'est fourni par le même fabricant. Donc, c'est des systèmes intégrés. À la différence des automates où vous pouvez avoir une machine qui est commandée par un automate Siemens et qui utilise un logiciel de supervision d'un autre fabricant, en l'occurrence peut-être Schneider, comme le logiciel Cytec SCADA, ou alors le logiciel InTouch, ou alors un autre logiciel d'un fabricant d'un éditeur de logiciels SCADA qui ne fabrique même pas de matériel. On a en l'occurrence des applications comme PCV ou bien Panorama E2. Donc, dans la partie DCS, la philosophie est différente. C'est une solution totalement intégrée d'un même fabricant à la fois matériel et logiciel. Malgré le fait que les automates et les systèmes numériques de contrôle commande ont des similitudes, il y a une différence fondamentale au niveau de l'architecture et des procédures opérationnelles. Donc, on va le voir en détail. Et pourquoi on parle de distribution des DCS? C'est parce que dans une usine, vous pouvez avoir plusieurs process units et on distribue le contrôle par unité. Donc, chaque process unit aura bien évidemment un ou plusieurs contrôleurs en fonction du nombre d'entrées et sorties qui vont être gérées. Et c'est pour ça que cette architecture est appelée l'architecture distribuée. Alors que dans un système avec un PLC, on a plutôt une architecture centralisée. Même si, je veux dire que les vendeurs de PLC vont nous présenter des offres de déport, des entrées-sorties. Donc, on peut avoir des entrées-sorties déportées, décentralisées. Ce déport d'entrée-sortie déporte la fonction d'acquisition et de restitution, mais ne déporte pas la fonction de contrôle. Parce qu'il faudra bien évidemment toujours un contrôleur une CPU qui va pouvoir calculer les ordres de commande en fonction des signaux d'entrée et des consignes. Donc, historiquement, les DCS étaient pour des industries où le contrôle analogique était requis. Et les fabricants majeurs du DCS, donc il y a ABB, Schneider, Honeywell, Yokogawa et Merso. Donc, au niveau de l'architecture système, le but de la présentation n'est pas de présenter toutes les architectures qui sont disponibles sur le marché. Là, j'ai pris une architecture ABB. On va souligner les éléments fondamentaux qui se retrouvent dans tous les DCS. Alors, ici, c'est une architecture du système ABB Freelance AC700F, AC800F, AC900F. Donc, on a plusieurs types de contrôleurs. C'est la même architecture. ABB a un autre système qui s'appelle le 800XA qui est plus évolué, je dirais pas plus évolué, qui a une capacité plus importante que le Freelance. Mais ce n'est pas en fait la capacité qui compte dans le but de la présentation, c'est les éléments fondamentaux qui permettent de définir un système comme un DCS. Là, tout ce que j'ai souligné, ce sont les éléments qui sont fondamentaux. Il y a une station d'ingénierie. On ne peut pas travailler sur un système DCS sans avoir une Engineering Workstation. Donc, il y a une station d'ingénierie, c'est obligatoire, c'est ça qui est appelé la Freelance Engineering. Sur le système Delta V Dimension, on parlera de la Professional Station. Ensuite, on a une station de supervision. Donc, c'est ça qui est appelé ici Freelance Operations, Information Asset Management Batch, etc. C'est ça qui permet justement d'afficher les graphiques des vues de supervision. On a un réseau de contrôle ici qui peut être redondant, donc optional et redondant. Ici, c'est optional. En général, dans le DCS classique pur,
il est obligatoire de l'avoir en redondance. Bon, quand je dis obligatoire, ça veut dire qu'il est redondant de manière native. Bien évidemment, si un des bus ne marche pas, le deuxième va prendre le relais. On a les contrôleurs, donc on ne peut pas avoir un DCS sans avoir au moins un contrôleur et le rack d'entrée-sortie associé à ce contrôleur. Donc, dans le cas du système freelance, on voit bien qu'ils ont choisi peut-être un bus de terrain comme le Profibus pour pouvoir communiquer avec les châssis d'entrée-sortie qui peuvent être installés dans la même armoire ou alors à plusieurs endroits de l'usine. Donc, on va commencer donc par la control station qui est en fait le contrôleur ou le processeur. Donc, c'est purement, il y a des termes qui sont purement anglais dont la traduction en français va en réalité être un peu plus difficile, mais essayez de comprendre, de vous mettre dans le truc. Donc, un contrôleur, dans les DCS, on a deux types de présentation, de format. On a le base plate et on a le châssis. Donc le base plate, c'est ça, c'est-à-dire que c'est un petit équipement sur lequel le contrôleur vient s'embrocher et il est isolé. Donc là, vous voyez, ça c'est le contrôleur du système Foxboro. Là, c'est le contrôleur du système, voilà les contrôleurs du système Yokogawa. Voilà les deux contrôleurs du système Yokogawa sur lesquels on avait pas pour le raccordement sur le réseau. Là sont les alimentations et là on a des modules d'entrée-sortie. Comme on peut avoir aussi des cartes de communication, etc. Donc ça c'est sur châssis et ça c'est sur base plate. Ici on a le contrôleur Honeywell C300 pour le système Honeywell qui est plutôt sur un format de base plate. Donc ce contrôleur, il est un des éléments les plus importants parce qu'il possède les algorithmes pour traiter les alarmes, la régulation, les blocs, la logique, etc. Et c'est vraiment un ordinateur. Il est plus évolué qu'un automate parce que l'automate se contente en général de traiter des signaux d'entrée et des signaux de sortie. C'est vrai qu'il a des fonctions de communication, mais l'automate par exemple ne traite pas des alarmes dans les systèmes classiques. Donc, ici, le contrôleur, il est vu comme vraiment un ordinateur avec la possibilité de traiter des événements complexes, des boucles complexes, des process, etc. Et il est connecté au réseau de contrôle. Et il y a plusieurs termes qui sont utilisés. Donc, Foxboro, par exemple, il utilise le terme control processeur CP. Yokogawa utilise Free Control Station, Free Control Unit, etc. Ensuite, on a l'Operator Station. L'Operator Station, c'est purement une station opérateur qui permet de visualiser des synoptiques. Là, vous voyez, on a des synoptiques avec des faceplates et tout. Quand on clique sur des objets, on a des fenêtres qui sont pour donner plus d'informations. Donc, ce type de synoptiques, ce sont des synoptiques en fait qui permettent de visualiser l'état du process de l'installation qui est contrôlé et ils sont alimentés par les informations qui proviennent des différents contrôleurs. Donc, l'opérateur ici va donner ses consignes, etc. Ça va être échangé sur le réseau. Donc, on a plusieurs termes qui permettent de désigner les stations opérateurs. On a l'Operator Workstation, on a l'HIS, donc Human Interface Station pour la terminologie de Yokogawa. Siemens utilise plutôt l'OS, donc l'Operator Station. Et ça peut se représenter sur plusieurs, il y a des types desktop, il y a des types comme des bornes d'arcade. Il y a plusieurs configurations pour des stations opérateurs. Ensuite, on a l'Engineering Station. C'est un ordinateur de type desktop en général. Vous voyez, autant sur les automates, on peut utiliser des laptops, etc. pour faire non. Ici, c'est des stations robustes et tout. Souvent, dans la plupart des cas, connectés en permanence sur le réseau de contrôle qui permettent de faire la configuration des vues, la configuration des boucles, l'édition des stratégies de contrôle, etc. Donc, le terme ES est utilisé chez Siemens, Engineering Station. Par contre, EWS aussi est utilisé plus généralement. Et on a le réseau de contrôle qui permet justement d'interconnecter les contrôleurs, les stations opérateurs, les stations d'ingénierie. Autant un automate peut fonctionner sans aucune connexion à un réseau, puisque vous avez des automates où il y a un port USB ou bien un port série, vous connectez votre câble. Une fois que vous avez chargé votre programme par le biais de ce port, vous déconnectez, l'automate fonctionne, etc. Un système distribué de contrôle ne peut pas fonctionner sans un réseau de contrôle. Voilà, c'est la base.
Et le réseau de contrôle de nos jours est en général basé sur des standards Ethernet avec du gigabit, des composants actifs, passifs qui permettent une redondance du réseau. Et il est utilisé pour la transmettre des informations de configuration, transmettre les informations intercontrôle, les informations entre contrôleurs, enfin les informations entre contrôleurs, les informations entre contrôleurs et stations opérateurs, les informations des entrées-sorties déportées. Donc, il y a par exemple plusieurs types de réseaux. Il y a le VNet IP pour Yokogawa, il y a le Fortran Internet pour le réseau Honeywell. Maintenant, au niveau de la capacité du système, donc on ne va pas regarder la capacité de tous les systèmes. On va regarder ce que en 2015, bon, parce que c'est vrai que ça évolue beaucoup ces DCS dans la documentation que j'avais à ma possession quand je préparais cette présentation. J'ai préféré présenter ce que Delta V par exemple d'Emerson propose. Chez eux, un système DCS, ils vous disent que par système Delta V, vous pouvez gérer jusqu'à 120 nodes primaires. Donc un nœud primaire, c'est quoi? C'est soit une station, soit un contrôleur. Donc, en termes de stations, vous ne pouvez pas excéder 65 stations, donc parmi lesquelles vous avez une station d'ingénierie au moins, et vous aurez peut-être le reste, c'est les stations gateway, stations opérateurs, etc. Et vous pouvez aller jusqu'à 100 contrôleurs. Donc, dans le cas d'espèce, 100 contrôleurs, ça fait vraiment beaucoup. C'est les systèmes qui sont vraiment pour des installations assez importants. Et au niveau des différentes stations, donc la Professional Plus Station, c'est qu'à la base de données, on ne peut accueillir qu'une seule station sur le réseau, c'est normal. Et puis les autres Professional Stations, on peut aussi faire de l'ingénierie, mais la base de données réside dans la Professional Plus Station. Et on a par système maximum 30 000 DST, Device Signal Tag. C'est pour vraiment présenter de manière abusive, on va considérer un DST comme une entrée-sortie au système. Donc, ça peut être une vanne, ça peut être un PSC, un automate, ce qu'on va venir faire des communications, on va écrire des données, etc. Donc, on en a maxi pour 30 000. 30 000. Donc, c'est quand même, c'est des systèmes qui sont pour des grosses usines. Personnellement, moi, je n'ai pas travaillé sur un projet où on atteignait les limites du système. 30 000 quand même, c'est beaucoup, c'est énorme. Donc, ça, c'est la capacité. Après, les licences sont vendues en fonction du nombre d'objets, etc., que vous allez utiliser. Donc, dans les types de DCS, on a deux grandes familles. On a ce que je vais appeler classique DCS. Ce sont les DCS vraiment au sens propre du terme. Delta V, Santo VP, Foxboro, Esperion, PKS, 800X. Donc, ça, c'est des DCS au sens propre du terme, parce qu'ils répondent totalement à l'architecture qu'on a présentée. Maintenant, les fabricants d'automates, pour ne pas être totalement exclus, parce que quand on verra par la suite les avantages du DCS au niveau du développement logiciel, les avantages sont énormes. Donc, les fabricants de DCS, pour ne pas être totalement exclus, ils ont créé une sorte de DCS hybride. Hybride parce que les contrôleurs sont en fait des automates, mais on reste dans l'esprit logiciel du DCS avec la notion de base de données, la notion des objets. Donc en l'occurrence, ce que j'ai pu identifier là dans l'offre qui existe, c'est l'écostructure Process Expert de Schneider, Semantic PCS7 de Siemens et PlanPax de Rockwell. Donc, le but dans cette présentation, je ne parlerai pas de ces DCS hybrides parce que pour moi, ce n'est pas des DCS pleins au sens propre du terme. Donc, au niveau du hardware du DCS, on a vu tout à l'heure qu'on a des contrôleurs. Donc là, par exemple, on voit le contrôleur AC800F de ABB. Vous voyez, on a une RAM qui peut aller jusqu'à 16 mégas, un processeur 32 bits avec le temps pour pouvoir gérer 1000 instructions binaires, à peine 0,78 millisecondes, etc. Donc, ça, c'est le contrôleur ABB. Le contrôleur AC800F, en réalité, c'est ce châssis. Il est vide, hein, dans lequel on vient afficher ces cartes. Donc, le contrôleur lui-même, c'est en fait le châssis. Il n'y a pas ici une carte qui est dite processeur.
c'est le châssis qui a le contrôleur. Ensuite, on a Delta V en 2005, ça c'est une doc de 2005. C'est une doc de 2005. On avait déjà une mémoire utilisateur de 48 mégas pour les contrôleurs Delta V. Voilà, donc. Ici, on a le Foxboro FCP280 qui est le dernier processeur de Schneider. Sur ce Foxboro là, FCP280, vous avez une taille SDRAM de 128 mégas en flash, en RAM. Et au niveau de la mémoire d'allocation des blocs, on peut aller jusqu'à 16 blocs, 16 mégabytes. Et au niveau de la vitesse d'exécution, on peut exécuter jusqu'à 16 000 blocs par seconde. Ensuite, vous avez par exemple là chez ABB, ils ont plusieurs types. Et le plus puissant à ce jour, il vous offre jusqu'à 256 mégas de RAM avec pour l'application pratiquement 200 mégas de RAM. C'est assez énorme, c'est des systèmes qui sont vraiment pour des grosses installations. Donc dans les entrées-sorties, le module entrée-sortie, vous avez différents types de modules d'entrée-sortie, analogiques, discrets, arc et tout. On ne va pas trop s'attarder dessus. On a les entrées-sorties locales, voilà, donc il y a des châssis, il y a des bus pour permettre de récupérer ces informations. Et ça c'est par exemple le châssis de Delta V, où vous avez la partie carte et la partie raccordement. C'est ici que les cartes se raccordent. Vous avez plusieurs types de cartes chez Emerson, vraiment c'est incroyable. On a presque tous les signaux, les entrées, les cartes d'entrée 24 volts, 120 volts, 32 voix, des cartes de sortie analogique, etc. Et on a aussi une nouvelle fonctionnalité qui vient avec le concept de machine électronique, qui permet justement de choisir pour chaque voie sur ce base-plate-ci la nature du signal. Est-ce que ce sera une entrée en IC, est-ce que là je vais mettre une sortie TOR, etc. Donc, de manière totalement customisée pour faciliter l'exécution des projets. Donc, au niveau de la redondance du DCS, on peut dire qu'elle est classée, elle peut être découpée en 3 catégories. On a la redondance au niveau hardware, au niveau réseau, au niveau serveur. Donc, au niveau hardware, on a les châssis d'alimentation qui sont redondants, on a la CPU, on peut avoir des modules d'entrée-sortie redondants. Au niveau des réseaux, on a le réseau de communication, le control network déjà qui est redondant. Donc, le réseau entre les stations opérateurs, les contrôleurs, il peut être redondant de manière native. On a la redondance au niveau des modules de communication vers des packages, etc. On a la redondance au niveau des bus de communication vers les châssis d'entrée-sortie. Et on a au niveau du serveur, on a la redondance du serveur, système serveur redundancy, pour les systèmes centrés sur des serveurs. On a aussi des stations d'application qui permettent de gérer la connectivité au PC, l'accès distant, etc. Dans les DCS, c'est possible. Donc là, maintenant, on va aborder la partie logicielle pour les DCS. Donc, au niveau des DCS, sur la partie logicielle, on a déjà le DCS, il est centré autour d'une base de données. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que dans la base de données, c'est le cœur du software. Tout ce qui est créé, les blocs, les entrées, les synoptiques, tout ça est enregistré dans une base de données. Et c'est ça qui permet justement d'avoir un temps de développement assez important. On va le voir dans la suite par rapport à des automates. Il y a une approche objet, orientée objet dans les DCS. Et le fait d'avoir un système basé sur les bases, sur justement la base de données, permet d'être cohérent dans le développement et autres, permet de facilement échanger des informations avec les différents nœuds sur le réseau. Donc, supposons par exemple qu'on veut travailler sur un système Yokogawa Santo BP, on veut faire l'acquisition de ce capteur-ci, 01 PT 204 mA. On veut représenter sur une interface en machine la valeur mise à l'échelle d'ingénierie, on veut représenter les alarmes hautes, alarmes basses, on veut visualiser les seuils, etc. Donc, qu'est-ce qui va se passer? Là, on va le voir pratiquement. Donc, côté PLC, si je le fais sur Siemens,
sur un automate Siemens. Là, je vais le faire juste après. Si je le fais sur un automate Siemens, en fait, j'aurai la partie hardware configuration, création des tables, déploiement de la logique. Donc, dans la partie configuration matérielle, j'aurai une variable de type pourcentage IW256. Ensuite, je vais créer donc les tables et je vais faire une logique, un bloc pour pouvoir développer la mise à l'échelle qui va me donner certainement une variable pour ça, peut-être MD24 que j'ai choisi. Ensuite, je dois, dans le logiciel de supervision TA Portail, WinCC, créer une configuration réseau, créer la base de données HMI, créer la base de données des alarmes, dessiner, concevoir le faceplate et concevoir l'écran. Les opérations sur la partie PLC vont être gérées dans la base de données de l'automate qui est distincte de la base de données de l'interface en machine. Si je fais sur le DCS, déjà j'ai une base de données commune pour tout et j'ai la configuration matérielle, la création d'état. Dès que j'ai mon schéma de contrôle, j'ai tout dans mon schéma de contrôle. J'ai mon alarme, j'ai mon scaling, j'ai mon traitement de détection d'alarme, défaut et défaillance, etc. Donc, là, on va le voir en pratique sur les deux systèmes, le PLC et le DCS. Donc déjà, quand on crée un projet dans l'environnement TA Portail, il faut procéder à la configuration matérielle. Donc là, je vais rajouter un nouveau device qui est en fait un nouvel appareil ou bien un nouvel automate, si on peut dire ça, une nouvelle station automate. Et pour faire simple, on va prendre un automate récent. Voilà, on va prendre peut-être un S7511. On va rajouter. Et vous voyez les mémoires ici, on est à 150 kilobits avec 1 méga de données pour une CPU d'entrée de gamme. Donc, c'est des mémoires qui sont ridicules comparées à ce que peut offrir un système numérique de contrôle comme un NDCS. Donc là, je vais directement rajouter au niveau du catalogue, on va rajouter une carte d'entrée. Je peux encore rajouter une carte d'entrée analogique. Là, je rajoute la carte et au niveau des paramètres, je vais par exemple dire que sur le channel 0, je suis en parce que ça c'est une carte en fait qui permet de gérer des entrées et des sorties. Donc on va par exemple prendre du courant de fil. Voilà, bon, j'enregistre et au niveau des entrées, ici on va par exemple dire qu'on a le PT100. Transmetteur de température, on va par exemple dire que c'est un transmetteur de pression, transmetteur de pression. Alors, une fois que j'ai fait ça, dans les programmes, les blocs programmes, je vais rajouter un nouveau bloc qui va en fait me traiter on va le mettre dans un FB, ANA. On va le rajouter dans un FP, on va le mettre dans un FC, on va faire un ANA. Et ce qu'on va faire, c'est que on va faire la mise à l'échelle dans l'UFC. C'est vrai que si on veut rester dans une logique de programmation structurée, il vaut mieux créer un bloc réutilisable, etc. Le but ici, c'est de montrer toutes les étapes quand même nécessaires pour arriver à visualiser un bloc, une entrée ANA sur une interface en machine partant d'une solution PLC SCADA, automate SCADA. Alors, ici, quand je rajoute cette boîte fonctionnelle, je vais rajouter la fonction norme X et là je vais rajouter une autre boîte fonctionnelle
je vais avoir la fonction scalex. Donc ici on va dire que ma valeur c'est mon pt100 et je vais normaliser entre 0, 0 et 1.0 et en sortie je vais mettre ça dans une variable intermédiaire, peut-être il y a la MD10. Donc ici on est sur une variable de type dword. C'est vrai qu'on va la modifier. On va renommer ici pour dire qu'on est sur un PI 100 norme et dans la table des variables en fait dans le PLC tag il faudrait qu'on choisisse ici plutôt du réel. Voilà, donc la même variable va être prise ici et on va dire qu'on a un capteur sur une échelle de 0 à 50. Et la grandeur ici, on va par exemple mettre dans un M2V4. Et on va définir cette variable comme PI 100 mesure. Voilà. Donc vous voyez que là, je vais normaliser la variable de 0 à 1 et là, je vais prendre une valeur normalisée que je vais mettre à l'échelle sur une échelle de 0 à 50. Voilà la première étape. La deuxième étape, c'est de venir créer un projet, une interface aux machines. Donc, on va rajouter un PC. Bon, on va prendre un WinCC Runtime Advanced. On doit rajouter un PC qui va communiquer avec l'automate et ce PC aura sa propre configuration. Donc là, on a la carte de communication, il va falloir qu'on rajoute, non, on a le PC, il va falloir qu'on rajoute une carte de communication. Donc on va rajouter une carte de communication ici. Et dans le réseau, dans Network View, on va relier les deux et on va donc venir au niveau de l'IHM. On va se retrouver dans la partie tag. Donc, si je mets la liste des tags ici, il va falloir que déjà il faut que je me rassure que j'ai une connexion avec mon automate. Donc là je vais prendre le pilote S7500. Voilà, j'enregistre et ici il va bien falloir que je puisse rajouter cette variable. Donc je vais voir ici la connexion, malgré le fait que cette application est appelée Totally Integrated Automation. Voilà, c'est marqué là, Totally Integrated Automation. Entier à portail. J'ai deux bases de données quand même qui sont distinctes. Donc là j'ai la connexion, le PC tag. Ici on va prendre ce PC, la mesure, on va prendre cette mesure là. C'est ça qui va nous permettre de, voilà, donc ici j'ai une variable et j'ai une base de données pour l'IHM, j'ai une base de données pour le, et vous voyez en fait au niveau des alarmes,
Je vais rajouter une alarme ici, hein. Ce ne sera pas une alarme discrète. Le tag en question, non, ce ne sera pas une alarme discrète. Je vais rajouter une alarme ici. Le tag, c'est la mesure. Et ici, vous avez le choix. Donc, j'aurai besoin de deux lignes. Donc, ici, pour la limite haute, si on dit qu'on veut être à 25.0, et là, je vais rajouter une autre alarme pour dire que c'est par exemple inférieur à 5. Donc, j'ai une autre base de données pour les alarmes. Donc, voilà les étapes. Et puis, je dois rajouter un écran. Sur lequel je dois mettre une mesure. Je dois dire que cette mesure doit aller pointer sur ce tag. Voilà. Je dois faire le formatage, etc. Dire que c'est uniquement une sortie. Et je dois spécifier à ce niveau l'unité d'ingénierie, hein. Si ce sont les barres. Et après, quand j'ai fait ça, je dois encore redessiner un faceplate, créer un faceplate ici dans le screen management, je dois créer un faceplate, etc. Donc, voilà autant de choses vous voyez le process, hein, vraiment le process, il implique deux bases de données différentes, une pour l'automate, une pour l'IHM. Voilà la configuration. Et puis ici, il faut modifier un nom. C'est vraiment très compliqué, quoi. C'est très compliqué. Ok, donc ici, on est dans l'environnement System View, qui est en fait l'utilitaire, la suite logicielle des systèmes numériques compteur commande de Yokogawa. Donc, si je viens sur créer un nouveau projet, on suppose que voilà les informations du projet. On va mettre là projet test. Le projet, il faut lui donner un nom. Bon, on va dire qu'on va l'appeler projet PGTE. Pour PJ texte. Donc là, je vais pas trop traîner pour je vais pas trop traîner sur la configuration des projets. Donc une fois que c'est fait, il faudra donc définir le type de processeur sur lequel on va partir. Donc je peux prendre le processeur par défaut, le FV30D qui est proposé. Donc là, je vais le valider tel quel. L'idée vraiment c'est de regarder rapidement la configuration matérielle du châssis. Donc là, on me demande de configurer un PC. Il faut que je choisisse le PC avec l'opération, les fonctions d'opération et de monitoring. Donc ça, je vais valider ça par défaut. Donc, le PG Test, il est là et il m'a créé immédiatement une FCS qui est une Field Control Station. Dans une Field Control Station dans laquelle je dois faire ma configuration matérielle. Je dois définir mes cartes, mes modules d'entrée-sortie, etc. Donc, si je rajoute un node,
sur le bus ESB, c'est le bus des internes à Yokogawa. Et là, sur le node, je peux rajouter maintenant des entrées-sorties. Donc, on a plusieurs cartes. On a des cartes en fonction des signes analogue, input, output, etc. Donc, on va rester sur le cadre de l'application. Donc, ce qu'on veut montrer, c'est comment on peut déployer une mesure analogique sur un SNCC Yokogawa. Donc, ici, on va garder le current input. Ok, c'est ce qu'on a besoin. C'est ce dont on a besoin. Tant pour moi. Et là, si j'ouvre, voilà, il me donne la carte avec les adresses ici. Donc, on commence de Z0 111.01 jusqu'à 111.16. On a le signal 80 milliers. On peut mettre le service. On peut mettre ici que c'est ballon. Chaudière. Bon, mon clavier est en anglais, malheureusement. Je suis sur une machine virtuelle. Donc, pays d'état NIM. Par exemple, je connais sur le PT100. Et là, j'enregistre. Il n'y a pas d'erreur. Donc, alors, donc au niveau du label, on va mettre pourcentage PT100 et on enregistre, c'est bon. Donc une fois que c'est fait, on va venir dans les function blocs, on va choisir un compteur drawing et on va directement au niveau du compteur drawing, on va directement rajouter un bloc. Donc je vous ai dit que le DCS est basé sur des blocs. Alors dans les blocs, il me propose dans les regulatory, voilà, on a l'input indicator. Donc là je prends le input indicator. Il faut maintenant lui donner un nom au bloc. Donc on va dire qu'on est sur le PI 100. Voilà, donc une fois que c'est fait, voilà, j'ai mon bloc là, c'est le PI 100, je peux le positionner où je veux. Il va mesurer cette entrée là. Là je rajoute il faut que je rajoute la partie périphérie pour lire des données. Donc on était sur le pourcent PT100, c'était le label. Et le dernier élément à faire, c'est le câblage. Voilà. Donc là, mon entrée, elle vient sur ce bloc. Et ce bloc, comme j'ai précisé, le design est basé sur des blocs. Si vous cliquez sur Edit Detail, vous avez plein de configurations. Donc, déjà, on va dire que au niveau de la process variable, c'est moi qui dis mon capteur, il va de, supposons que c'est un capteur qui est calibré de 0 à 50 bars. Voilà, l'ingénierie unit, au lieu d'avoir des pourcentages, on va dire qu'on est sur des barres. Ensuite, au niveau des alarmes, alarme level 2, ça c'est la classe. Donc, on est sur des alarmes de niveau 2. Et au niveau du type d'alarme, qu'est-ce qu'on peut avoir? Est-ce qu'on peut avoir le high, low, low ou le high, low, limit alarme? Donc ici, le high, low, low, on peut dire que on aura besoin que peut-être du high et on aura besoin du high et du low. Voilà, c'est tout ce qu'on a.
et on peut avoir plein d'informations sur les connexions, etc. Donc, on va reparcourir tout ça. Quand j'ai fait ça, j'enregistre. Je clique sur Update et j'enregistre. Il faut bien regarder cette fenêtre ici. Voilà. Donc, je n'ai pas d'erreur pour l'instant. Donc, je vais fermer ce bloc. Bon, j'ai encore mon bloc ici qui est ouvert. OK. Donc, je ferme ce bloc. Alors, au niveau des displays, j'ai mon... Non, le display, on va le retrouver pour faire une vue. On va venir dans la HS. Au niveau des windows, on va créer... Au niveau des windows, on va créer une vue de type graphique. Bon, c'est vrai qu'on a déjà un graphique 1 là qui est disponible. Au minimum, il faut un graphique. Voilà, c'est ce qui est disponible. On va créer le nôtre. Donc, on va venir ici, on va créer un graphique. On va créer un graphique. Graphique 2, il va venir vide. Voilà, donc le graphique 2, il vient vide et on a des contrôles ici. Alors, qu'est-ce qu'on va faire? On a les DCS contrôle, on a des faceplates, etc. On a les boutons display, on a les data caractères. Non, moi je vais prendre ça. Les data caractères. Et ici, on va dire qu'il va aller chercher la valeur du bloc. Je pense qu'on avait dit que le bloc c'était le PI. Je ne me rappelle plus. Voilà, le PI 100. Bon, on était sur PI 100. .pv. Il y a plein de configurations qui sont possibles. Vraiment, le système est très avancé. Donc, on va essayer d'augmenter un peu la taille et on va dire qu'on va mettre un bouton. Non, on va mettre plutôt un touch target ici qui va nous permettre d'appeler notre faceplate. Voilà. On va dire que si on clique sur ce touch target, non, ça c'est pas le touch target. Bon, je vais l'avoir configuré pour faire simple. Je vais l'avoir configuré en touch target. Donc, la fonction call window, le type de window, quel est le type de window? C'est un faceplate et le faceplate c'est le PI 100. Je valide. Voilà, donc une fois que c'est fait, j'enregistre et on va donc exécuter pour voir comment ça se présente. Bon, là, on attend le lancement de l'environnement d'exploitation pour pouvoir naviguer dans l'application.
prend un peu de temps par rapport... bon, là, déjà, je suis sur une machine virtuelle. Donc, sur une machine virtuelle. Et j'utilise l'environnement intégré de test. Voilà, donc les entrées sorties sont déconnectées. Alors, ici, au niveau du user, j'ai mon graphique 2. Il affiche 0, c'est normal à l'instant. Et quand vous voyez, quand on clique dessus, on tombe sur le faceplate. Donc le faceplate, il est là. Je n'ai pas conçu vraiment ce faceplate. C'est inclus de base dans la bibliothèque. Vous voyez la programmation, on arrive à faire des choses vraiment très rapidement. Le mode de ce bloc-ci, c'est en auto. Si je fais tuning et que je passe en mode calibration, est-ce que je peux changer la valeur du PV? 25.6. Voilà, je peux changer la valeur et voilà ça. Sur mon écran, ça s'affiche 25.6. Donc, après, je peux faire autre chose. Hein. Je peux très rapidement, je vais vous montrer comment le graphique en question. Ici, on n'avait pas spécifié l'affichage. Donc, je vais regarder l'affichage. On a dit qu'on va être en numérique, nombre de digits 7. Il faut donner les unités d'ingénierie. Voilà. Donc ça c'est quelque chose. Et au niveau des décimales, on va par exemple mettre 2 décimales. J'enregistre. Et directement, je pense que ça a dû être équalisé. Bon, il faut que je referme cette vue. Voilà, aujourd'hui j'ai 25.6. Donc je reviens sur ma fenêtre de tuning. Si je dis cette valeur là, elle passe à 5.2. Voilà, 5.2 bar. De manière vraiment très simple, voilà comment on a pu mettre en œuvre la même application qui a été faite sur Step 7. Comment on a pu la mettre en œuvre très rapidement sur NCCC. Voilà, donc j'espère que c'est désormais très clair là, comment on peut gagner vraiment en temps au niveau du DCS. Les possibilités sont vraiment plus nombreuses pour faire des applications en un laps de temps. Donc, dans la partie base de données, le fait que les DCS utilisent la base de données, chaque tag créé doit être unique. Donc, il faut, pendant le déploiement, tenir compte de ça. Et une station sur le réseau est censée héberger justement toute la base de données centrale. Donc, Emerson l'appelle la Professional Plus Station, la P Plus Station. C'est comme ça dans leur jargon petit. Et le DCS, il est basé sur les blocs. Vous l'avez vu dans la vidéo, il est vraiment basé sur les blocs. Au niveau de la configuration software, c'est purement l'utilisation des blocs. On a plusieurs langages de programmation selon l'IEC 61.11.31 et la stratégie de contrôle permet de définir les alarmes logiques. Donc dans les blocs, là c'est par exemple un extrait de la bibliothèque des blocs du système d'état d'Emerson. Il y a tellement de fonctionnalités, les blocs mathématiques, les blocs pour la gestion des entrées-sorties, analog input, analog output, discrete input. On a des blocs même pour la gestion des équipements, device control, provide set point control format state, discrete device, just as motors, pumps. On a les blocs pour contrôler les moteurs, des pompes, des vannes, etc. Donc le jeu d'instruction est assez varié et les contrôles de modules justement permettent d'avoir une hiérarchisation. C'est-à-dire l'idée c'est de penser le logiciel par process unit. Vous avez une process unit, vous définissez les algorithmes de contrôle, le module, les entrées-sorties associées à les informations, les différents interlocks et autres. Et derrière les alarmes,
la hiérarchie et les vues. Donc, Alarm and Event Processing. Au niveau des alarmes et des événements, une autre différence fondamentale avec les automates, c'est que il n'y a pas un serveur centralisé qui récupère tous les tags des différents contrôleurs et qui va élaborer des alarmes. Dans le cas des PLC, c'est possible et c'est ce qui se fait même d'ailleurs. Donc, ici sur ce schéma, on voit par exemple qu'on a deux contrôles processeurs avec des entrées-sorties, un autre qui n'a pas de châssis d'entrée-sortie. Supposons par exemple qu'on ait ce capteur qui soit connecté sur ce contrôleur et on a ce capteur qui soit connecté sur ce contrôleur. Ici, dans le 12FT, s'il y a une alarme à générer, elle va être générée directement par le CP3, par le contrôle processeur 3, ici. Par contre, ici, sur le LT001A, s'il y a une alarme à générer, elle va être générée par le CP1, ici, donc le LAH. Maintenant, les stations opérateurs qui sont ici, c'est des stations qui dialoguent avec les différents contrôleurs et autres. Comme on est sur le même réseau de contrôle, ce qui se passe, c'est que chaque information, peu importe d'où elle est produite, est accessible à l'ensemble des nœuds qui sont sur le réseau. Donc c'est la raison pour laquelle, pour afficher les alarmes sur cette station, il va lire l'état des alarmes dans ce contrôleur et il va lire l'état. Donc on est sur un système en fait pair à pair. On est sur un système pair à pair. Ce n'est pas un système totalement centralisé comme dans les systèmes SCADA classiques où vous avez un serveur qui récupère toutes les informations des différents contrôleurs qui fait le truc. Non. Dans le cas d'espèce, si ce serveur tombe en panne, vous avez un problème de disponibilité. Même si, bon, c'est vrai que la plupart évoluent maintenant sur la structure redondante, mais dans le cas d'espèce ici, on voit bien que si ce serveur tombe, je continue de monitorer cette unité. Donc, pas ce serveur, si ce processeur tombe, effectivement, l'unité ici va être en arrêt, mais je vais continuer à monitorer cette unité. Donc, le contrôle est distribué. Il est distribué et la redondance me garantit une certaine fiabilité. Alors, donc, dans ces configurations, chaque station opérateur va lire les alarmes des différents contrôleurs, ce qu'on a expliqué. C'est une configuration donc de pair à pair. C'est différent d'un système SCADA. Donc. Après, on a les vues de supervision qui, voilà, on peut faire des choses aussi belles que dans un DCS classique, c'est possible. C'est des interfaces qui sont fonctionnelles et autres. Ça, c'est des vues sur les projets sur lesquels j'ai personnellement travaillé. On a aussi ce qu'on appelle le sequence of events, où on peut enregistrer tous les logins des opérateurs, les changements des consignes, les modes, les paramètres, etc. Tout ça, c'est enregistré, c'est horodaté pour être exploité en cas d'incident, etc., des accidents. Ensuite, au niveau des réseaux de contrôle, il y a plusieurs réseaux de contrôle et chaque fabricant essaye de customiser son réseau. Donc, Honeywell, par exemple, ils ont créé ce qu'on appelle le Fault Tolerant Internet, c'est le FTI. ABB AC800F utilise un réseau qui est toujours basé sur l'Internet qui s'appelle le Diginet. Yokogawa Center VP utilise plutôt le VNet IP. Foxborough DCS utilise le Foxborough Control Network. Et les DCS aussi peuvent être connectés au réseau industriel en étant vraiment l'élément le plus important dans l'architecture. Il peut se connecter au réseau Modbus Série, ASIC, Profibus, etc. Et dans la cybersécurité, voilà, c'est quelque chose qu'il faut désormais prendre en compte dans le déploiement, l'installation de ces systèmes. Ensuite, dans les différences donc fondamentales au niveau des PS et des DCS, là, sur les DCS, la redondance est native, ce qui n'est pas le cas sur les automates. Donc, les automates, il y a effectivement certains automates qui offrent une redondance sur les processeurs. Et il y a des automates qui n'offrent pas cette possibilité. Là, le châssis même déjà à la conception a deux emplacements pour ranger les deux processeurs. Ensuite, on a une fiabilité très importante sur les DCS parce qu'ils sont conçus pour l'environnement difficile. On a une base de données unique qui permet de gagner jusqu'à 50% du temps de déploiement. Je vous ai montré. On a des outils de document intégrés, donc on a le DCS, on peut faire du diagnostic, modifier les graphiques, tout dans le même environnement. On a la taille de la mémoire. Donc, là, j'ai par exemple pris la dernière version des automates Allen Bradley. Donc là, on est vraiment sur les trucs les plus puissants.
comparé à un Foxborough qui est sorti, ce processeur, je ne sais plus à quelle année, mais il est bien plus ancien que celui-ci, que les contrôleurs de Allen Bradley. Donc Allen Bradley PLC, il nous donne en 5570 32 mégas pour l'utilisateur. Alors qu'ici, en fait, au niveau du Foxborough, on a 120 mégas pour la mémoire flash et la SDRAM. Donc les DCS sont des mémoires plus importantes. C'est normal parce qu'ils sont comme des ordinateurs. Vous voyez là, ils ont des systèmes basés sur des processeurs ARM. Voilà, donc. Et dans le vocabulaire, on fait plutôt de la configuration du DCS, on parle plutôt de contrôle processeur. Dans la logique, on parle plutôt de contrôle stratégie. Ça, c'est le langage pour les DCS. Donc voilà ce que j'avais à dire sur les systèmes niveau de contrôle commande. Si cette présentation vous a plu, n'hésitez pas à me dire en commentaire, à laisser un pouce bleu, n'hésitez pas à vous abonner aussi à la chaîne pour ne manquer aucune prochaine vidéo. Merci encore pour votre attention.